Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette rencontre, en effet, assez exceptionnelle avec vous, Emmanuel Carrère. Je dis exceptionnel parce que vous signez Kolkhoz, un roman flamboyant, un hommage à votre mère, Hélène Carrère d'Encausse, mais aussi une histoire de la famille, de votre famille, de ces Russes blancs qui arrivent en France et qui n'ont rien, et comme votre mère qui s'invente un destin aussi que vous inventez. C'est un livre donc sur l'amour filial, sur le lien avec la mère, mais c'est aussi un livre, voilà, sur ce destin historique qui a été le sien et celui de sa famille. Voilà, pendant toute la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Emmanuel Carrère, je vous présente très rapidement pour les peut-être très très rares personnes qui ignoreraient un peu votre bibliographie. Mais voilà, vous avez eu le prix féminin en 95 pour La classe de neige, l'adversaire en 2000, qui a été pour beaucoup d'écrivains, et qu'il est encore aujourd'hui, vous avez ouvert une voie. C'est-à-dire, voilà, ce que vous avez fait avec l'adversaire, à mi-chemin du réel, de la littérature, a beaucoup marqué la littérature française. Il y a eu un roman russe dont on va parler, merci, voilà, que vous avez publié en 2007, qui était déjà sur votre histoire familiale et notamment sur votre grand-père, dont on va parler, géorgien. Donc géorgien blanc, russe blanc, qui est arrivé en France, qui a été très marqué par le déclassement, par cette difficulté de devoir gagner sa vie, d'être méprisé en France. Vous en faites un très beau personnage, et qui ensuite, on en parlera, a collaboré pendant la guerre et a disparu en 1944. Et puis, il y a eu Le Royaume en 2014, qui a aussi beaucoup marqué vos lecteurs, sur la Bible et notamment sur la figure de l'évangéliste Luc. Et nous voilà aujourd'hui, il y a eu Yoga évidemment en 2022, et puis Kolkhoz aujourd'hui. Je vais bien sûr vous donner très vite la parole, mais ma première question pourrait être celle-là. Avant même de vouloir écrire sur votre mère, après sa disparition, donc l'été 2023, est-ce que la première chose que vous avez dite, c'est que vous alliez écrire sur cette histoire extraordinaire? Est-ce que l'écrivain que vous êtes s'est dit, tout de même, cette femme qui commence en France parmi les Russes blancs, qui n'a rien et qui devient l'une des plus grandes historiennes de la Russie en France, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, cette trajectoire institutionnelle, cette ascendance sociale et intellectuelle hors norme, est-ce que c'est ça d'abord qui vous vous êtes dit, ça mérite un livre? Alors, en fait, au moment où ma mère est morte, comme vous dites, elle était 23, j'étais engagé dans un livre dont je ne connaissais pas du tout encore la forme, mais qui était lié à la guerre en Ukraine, qui était un événement qui je dirais, me touchait de plus près. Enfin, c'est l'événement historique qui m'a touché de la façon la plus intime. Il y a des événements historiques dont j'ai été contemporain tout aussi importants, peut-être plus. Simplement, celui-ci avait à voir avec la Russie, montrait un visage de la Russie qui m'a effrayé et disons qui a ébranlé quelque chose en moi, et donc j'essayais d'écrire là-dessus. J'ai commencé à aller pas mal en Ukraine, à aller en Géorgie aussi. Bref, j'essayais d'écrire là-dessus, je sais pas très bien quoi, mais voilà, quelque chose qui aurait trait à cet événement, mais aussi à mes racines russes, à mon rapport avec la Russie, à l'histoire de famille qu'est la Russie pour moi. Et là-dessus, ma mère est morte, et ça s'est amalgamé. Sa mort et le regard rétrospectif que j'ai eu sur sa vie à ce moment-là, s'est amalgamé avec ce projet encore un peu flou. Et ça m'a paru, il y a quelque chose qui m'est apparu assez évident, voilà, allant de soi, et qui donc
impliquait enfin de tresser quelque chose de tout à fait intime, c'est-à-dire mon histoire personnelle, mon histoire de fils, mon histoire d'enfant, tout, enfin, et puis la grande histoire dans laquelle était impliquée ma famille russe et géorgienne, et dont ma mère était non seulement actrice, mais historienne. Donc voilà, c'était ça l'espèce de mélange de choses qui se sont amalgamées et qui ont abouti à ce livre. C'est-à-dire son lien à la Russie, et à travers ça, votre lien à la Russie. Oui, oui. Ma mère était donc mi-russe, mi-géorgienne, ce qui est intéressant, parce que pour aller très vite, on est dans une position de colonisateur et de colonisé. La Géorgie est un petit pays colonisé, où mes arrière-grands-parents et grands-parents ont quitté la... c'est un peu confus ce que je raconte là. Enfin, bref, j'essaye de résumer. Mon grand-père maternel était géorgien. D'une famille géorgienne qui s'est retrouvée dans l'émigration. Ils ont quitté la Géorgie quand l'Union soviétique l'a vraiment envahi. Ils sont partis. Et ce grand-père géorgien a rencontré dans l'émigration blanche des années 20 ma grand-mère, qui était une jeune fille de l'aristocratie russe, alors là beaucoup plus aisée, beaucoup plus titrée, tout ça que la sienne. Et on disait dans la famille qu'au fond c'était des enfants de Lénine, puisque s'il n'y avait pas eu la révolution d'octobre, il n'y avait aucune chance qu'ils se soient jamais rencontrés et encore moins mariés, si vous voulez. C'était un roturier géorgien appartenant, encore une fois, à un petit pays colonisé que l'aristocratie russe dont elle faisait partie regardait vraiment de haut. Donc, voilà, ils ne se seraient pas vraiment rencontrés. Mais donc, entre les deux, il y a cette relation compliquée et qui continue à se jouer dans la façon dont la Russie traite la Géorgie, traite l'Ukraine, enfin des pays dont la Russie se considère comme les patrons, quoi. Voilà, on va continuer à démêler tout ça. J'espère que c'est pas trop confus. Mais votre mère elle-même, vous le dites dans le livre, choisit la Russie plutôt que la Géorgie. D'ailleurs, elle ne parle pas géorgien, exactement. Je crois. Exactement. Donc, si vous voulez, ma mère portait un nom géorgien, elle s'appelait Zourabishvili, son père était géorgien, mais son père a en fait totalement choisi la Russie. Il a épousé une Russe, il parlait beaucoup, il n'a pas du tout élevé ses enfants en géorgien, mais vraiment en russe. Encore une fois, ça s'appelle choisir la langue du colonisateur, de la part d'un colonisé. Et ma mère ne parlait pas géorgien, alors que dans l'autre branche de la famille, ses oncles, les frères de mon grand-père, eux, étaient des Géorgiens, des patriotes géorgiens qui ne parlaient pas russe, qui dédaignaient, qui étaient très très hostiles à la Russie. Et la cousine de ma mère, qui s'appelle Salomé Zourabishvili, qui est devenue présidente de la République géorgienne, elle se sent géorgienne et ne parle pas russe. C'est vraiment une espèce de... ça n'empêchait pas des relations tout à fait affectueuses entre les deux branches de la famille, mais c'est vraiment deux mondes, deux choix culturels, politiques, tout ça, absolument opposés. Il y a aussi la fascination intellectuelle de votre mère pour l'URSS. Elle est à un moment où elle est là pour essayer de comprendre ce qu'est l'URSS. Et ça, vous en parlez beaucoup dans le livre. Mais alors, ma mère, disons, venant d'une famille qui a été chassée de son pays par
la révolution russe, par les bolcheviks, tout ça, est devenue néanmoins une historienne de l'Union soviétique. C'est passionnée pour l'Union soviétique. Et même une historienne d'un truc plus particulier encore, c'est-à-dire des populations non russes, mais musulmanes des confins de l'Union soviétique. Et au fond, elle s'est fait connaître du grand public, et pas seulement du monde universitaire dont elle était issue, par un livre qui s'appelait L'Empire éclaté, et qui était un livre sur les nationalités musulmanes dans l'Union soviétique. Alors elle prédisait vraiment, elle a prédit, c'est vrai, la chute de l'Union soviétique. Elle imaginait que ça viendrait de là, d'une espèce de révolte, d'insurrection des populations non russes et colonisées par la Russie. En fait, elle a eu raison, elle a vraiment prédit la chute de l'Union soviétique, elle s'est trompée sur la façon dont ça s'est produit. Ça, ce qu'elle n'avait pas vu venir, c'était Gorbatchev, la perestroïka, tout ça. Et alors, ce lien à la Russie qu'elle entretient, en effet, et vous dites même à un moment, elle est considérée comme un oracle sur la Russie. Oui. Au sein de l'institution, elle est considérée comme ça. Ce lien à la Russie, vous allez en quelque sorte en hériter très naturellement, si je comprends bien. Enfant, vous êtes vous-même baigné dans cette question soviétique ? Plus russe que soviétique, mais j'ai... encore que d'ailleurs. Non, disons, j'ai baigné à la fois, en fait vous avez raison, à la fois dans la grande littérature russe du 19e siècle, Dostoïevski, Tolstoï. Bon, Dostoïevski, Tolstoï, on va peut-être y revenir parce que c'est tout un... Il y a toute une histoire là-dedans. Et puis aussi dans la grande littérature russe soviétique du XXe siècle, qui est une littérature, enfin qui est en partie la littérature concentrationnaire, la littérature du Goulag, de Solzhenitsyn, de Chalamov, tout ça, tout ce qui est tout ce qui essaye de rendre compte, et généralement de façon clandestine, du système soviétique et du très très vaste mensonge qui est, entre autres choses, le système soviétique. Cette dimension est très importante, cette dimension qu'il y a... il y avait un bolchevique, un Piatakov, qui était un des compagnons de Lénine, qui disait, et je trouve cette phrase est vraiment un mantra soviétique, un bon bolchevique, si le parti dit le noir et blanc, dit de voir le blanc là où c'est noir et de voir le noir là où c'est blanc, il doit croire le parti et pas le témoignage de ses yeux. Et c'est pas du tout une blague, c'était quelque chose qu'il disait absolument sérieusement. Et qui est vraiment, je pense, un élément central de l'expérience soviétique, c'est-à-dire qui consiste dans ce qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive, c'est-à-dire d'être forcé de croire quelque chose dont on sait que ce n'est pas vrai, et dont on sait que la survie consiste à le croire. Vraiment, je pense que l'expérience dingue, au fond, qui a été l'expérience soviétique, et qui est quelque chose qui m'a... Enfin, j'ai hérité de ma mère la fascination pour ça, j'ai été un lecteur inlassable de tout ce qui touche à l'expérience soviétique, alors, avec la partie concentrationnaire, la partie goulag, mais tout le reste, enfin tout ce qui était la vie quotidienne en Union soviétique, ça c'est un truc quelque chose qui m'a passionné toute ma vie, et ça me vient d'elle, quoi, ça c'est sûr. Donc il y a à la fois ce pan, disons, grande littérature russe, et ce pan compte-rendu de l'expérience soviétique. Il faut dire qu'elle vous emmène en Russie, vous avez 10 ans, et c'est peut-être d'ailleurs le sommet de votre relation enfantine. Vous êtes extrêmement proche de votre mère enfant, et ce voyage en Russie, donc soviétique, marquera votre histoire, on a l'impression, voilà, à jamais. Oui, c'est vrai. Enfin, j'étais un enfant, j'avais une relation qu'on pourrait qualifier de tout à fait fusionnelle avec ma mère, et qui a été une relation d'enfance extrêmement heureuse. Enfin, ça a été qui s'est gâché. Enfin, les choses se sont gâchées à l'adolescence, comme ça arrive la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a une espèce
de rupture de ce lien fusionnel, et d'ailleurs il vaut mieux qu'il y ait rupture, hein, c'est certain. Mais disons, il y a une espèce d'acmé de cette relation fusionnelle qui a été quand j'avais à peu près 10 ans, quand ma mère, qui avait été invitée à un congrès en Union soviétique, m'a emmené et qu'on a passé une dizaine de jours ensemble dans ce pays que je ne connaissais pas, mais dont je savais. Enfin voilà, il y avait toute une espèce d'aura à la fois de fascination et de mystère qui y était associée. Et je ne suis pas revenu en Union soviétique pendant. Enfin, en fait, je ne suis revenu que quand ça n'était plus l'Union soviétique. Je suis retourné en Russie dans les années 90, quoi. Entre-temps, il faut bien dire que je me suis tenu très éloigné de ça, parce que c'était le territoire de ma mère, et que je me disais que le monde est assez grand pour que j'aille pas empiéter là-dessus. En revanche, c'est venu plus tard, et j'ai empiété là-dessus en foutant un certain bordel, disons, sur ce territoire. Pour revenir sur cette question du mensonge et de la vérité qui est au centre de ce livre, et on sait au centre de votre geste littéraire, puisque là sortent vos livres chez Gallimard sous le titre « Vers le réel ». Oui. C'est Quarto chez Gallimard. Quarto Gallimard, et c'est intitulé « Vers le réel ». Et c'est en effet, au moins depuis l'adversaire, cette question de la vérité, de la littérature vraie, quelque chose vers lequel vous revenez sans cesse. Et on peut se demander, parce que vous racontez quelque chose dans le livre, quand vous préparez un mémoire à Sciences Po sur l'Uchronie. Hein, oui. Et là, vous avez cette discussion avec... Donc on voit bien que c'est une volonté de futur romancier. Vous vous intéressez à l'imaginaire, à l'Uchronie. Et là, votre mère vous dit, oui, l'Uchronie, c'est sympathique comme littérature, mais politiquement, c'est dévastateur. Est-ce que là commence pas aussi une certaine réflexion sur la littérature pour vous ? Tout à fait. Disons, pour dire les choses, quand j'ai fait des études d'histoire qui ne peuvent pas pousser très loin, mais j'ai eu à faire un mémoire et j'avais choisi comme thème l'Uchronie, c'est-à-dire comme disons l'histoire, si elle s'était passée autrement, l'histoire avec des si le Christ n'avait pas été crucifié, si Napoléon avait gagné à Waterloo, si le nez de Cléopâtre avait été plus court, voilà. Il faut dire que cette discipline qu'on appelle l'Uchronie est devenue quelque chose de très connu, de très illustré. Il y a beaucoup de livres chroniques, tout ça. À l'époque, début des années 80, où je le faisais, c'était quelque chose de très très peu étudié. Si vous voulez, même au catalogue des matières de la Bibliothèque nationale, ça n'existait pas. Donc j'ai fait ça aussi parce que je me disais, au fond, c'est une façon de traiter un sujet sur lequel je serais plus calé que tout mon jury réuni, quoi qu'il arrive. Donc, et ça n'a pas raté. Mais donc, a priori, c'est une discipline assez ludique, assez vaine, assez voilà. Mais ma mère, à qui je parlais de ça, m'a dit, exactement comme vous le dites, en réalité, c'est pas un truc aussi léger et rigolo que tu le dis, parce que... Et elle m'a donné un exemple. Elle me dit, quand tu es tombé en disgrâce, et tombé en disgrâce en Union soviétique, ça veut dire être arrêté et exécuté, Beria, qui était à cette époque-là le chef de ce qu'on appelait à ce moment-là la GPU, qui s'est appelé ensuite le KGB, tout ça, donc qui était le déportateur en chef, quelqu'un qui était directement responsable de la déportation et de la mort de millions de personnes. Quand Beria est tombé en disgrâce après la mort de Staline, il s'est passé ceci, c'est qu'on l'a fait complètement disparaître, comme on avait fait disparaître auparavant Trotsky de la légende, de la geste des révolutionnaires d'octobre. Mais le truc très concret, c'est qu'à cette époque-là, il y avait une encyclopédie, une grande encyclopédie soviétique, qui paraissait par fascicules, qu'on envoyait donc aux abonnés, les abonnés étant tous les membres du parti, et dans un de ces fascicules, il y avait 2 pages consacrées à Beria, où on expliquait quel ardent ami du prolétariat c'était hagiographique, quoi. Et du jour où Beria a été exécuté, tous les abonnés
ont reçu une espèce de petite circulaire leur demandant de retirer ces pages, de les arracher, et à la place de coller les pages qu'on leur envoyait qui étaient consacrées au détroit de Bering. Pour une raison simplement alphabétique, si vous voulez, Beria, on passait à Bering. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon petit livre sur l'Uchronie s'appelait à l'origine le détroit de Bering. Mais donc, en me racontant ça, c'était pas juste une anecdote marrante qu'elle me racontait. Elle me disait, ton histoire d'Uchronie, au fond, ça dit quelque chose, c'est que le côté fantaisie, le côté imagination au pouvoir, est en réalité aussi un instrument terrible de tyrannie, qui consiste à... Et c'était un truc que disait George Orwell. Il disait, un État totalitaire, ça ne contrôle pas seulement le présent, ça contrôle le passé. Fabriquer le passé, disposer entièrement de l'histoire du passé, c'est une des clés du totalitarisme. Alors cette question de la vérité et du mensonge, elle est très présente dans le livre et autour de votre mère, aussi dans sa propre histoire familiale et intime. Donc vous parliez de votre grand-père, donc Georges Zourabichvili, vous en avez beaucoup parlé dans un roman russe. C'est donc un personnage assez fascinant, le genre de personnage qui vous intéresse, qui n'a pas réussi finalement à trouver sa place en France et dans sa vie, et qui s'est retrouvé à travailler pour les Allemands pendant la guerre et à disparaître mystérieusement en 1944. Votre mère est très marquée par ça, on le sent, et quand vous voulez écrire dessus, elle le prend très mal. Est-ce que vous pensez que cette histoire va forger aussi un certain rapport à l'histoire, un certain rapport à la vérité et au mensonge pour elle ? Oui, alors je redis brièvement ce qui était ce grand-père. C'était un homme, donc un Géorgien d'une famille de gens, des mencheviks, quoi, en gros des intellectuels libéraux, quoi. En gros, les gens, on se dit que s'ils avaient accédé au pouvoir, l'histoire aurait pu être différente, quoi. Ça aurait pu être une espèce de démocratie libérale à quoi ils aspiraient. En tout cas, il quitte avec sa famille la Géorgie, se retrouve dans l'émigration, pauvre, et alors apatride, et alors qu'il avait des frères qui, eux, se sont somme toute très bien débrouillés, très bien intégrés à la société française, lui n'est jamais arrivé à s'intégrer, sans doute pour des raisons caractérielles. C'était un homme assez paranoïaque, je pense. Le diagnostic de bipolarité me paraît, avec le recul, absolument évident. Et c'est un homme amer, qui a quelque chose de sombre qui émane de lui. On le voit sur ses photos, à la fois de sombre on a l'impression qu'il est toujours flou ou au bord de la photo, quelque chose comme ça, quelqu'un qui s'échappe. Et pendant la guerre, au début de la guerre, lui a pris était très favorable à l'Allemagne nazie, parce que pour lui, le grand péril, c'était l'Union soviétique, et il considérait que les démocraties européennes avaient totalement abandonné son malheureux petit pays. Donc il avait des raisons. D'autant qu'à ce moment-là, pour dire du national-socialisme, on ne savait pas absolument tout encore. Quoi qu'il en soit, alors, il a été collaborateur, il a travaillé comme interprète pour la commandanture à Bordeaux. La question se pose de son degré d'implication, puisque à la fois on peut dire que c'est comme si le même argument valait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de dossier qui a été réuni dans lequel des gens dont plusieurs personnes juives disent qu'il les a considérablement aidés, qu'il les a sauvés en leur annonçant, en les prévenant qu'ils risquaient d'être arrêtés. Donc il y a une espèce de dossier comme ça en sa faveur. Et en même temps, on peut dire que la possibilité d'aider des gens comme ça, a priori, excédait les pouvoirs d'un simple interprète. Donc,
c'est compliqué cette affaire-là, on ne sait pas trop ce qui c'est le degré de gravité de son engagement dans la collaboration. En tout cas, juste après, à la libération à Bordeaux, il a été des types sont venus le chercher, armes au poing, et on peut considérer que qu'il a été pris dans le tourbillon de la libération et de l'épuration, et que là où d'autres seraient passés entre les gouttes, et ben lui n'est pas passé entre les gouttes. Tout ça pour dire que ma mère à ce moment-là avait 16 ans, son petit frère en avait 8, et elle s'est retrouvée dans une situation où déjà, alors votre père meurt, une disparition, c'est déjà tout autre chose qu'une mort, c'est-à-dire c'est vraiment une espèce de traumatisme qui crée dans un fantôme, véritablement, sans sépulture. C'est une disparition qui est liée à de l'opprobre, à de la honte. On s'appelle en plus, on est une jeune fille qui s'appelle Zourabichvili dans la France, à Bordeaux en 1944. Tout ça, c'est quand même extrêmement lourd. Et ma mère, à la fois aussi pour protéger son petit frère, s'est commencé à lui raconter que leur père était toujours vivant, qu'il allait revenir, tout ça. Et elle était aussi dans cette espèce de situation dont je parle de dissonance cognitive, qui consiste à dire que quand tout le monde vous dit que les résistants sont des héros, que les collabos sont des traîtres, on dit oui, c'est la vérité, mais en même temps, le père était un collabo qu'on considérait comme un homme tout à fait estimable. Bref, il y a une espèce de différence. Donc ma mère s'est construite là-dessus. Elle s'est construite sur cette honte qui s'attachait aussi il y avait aussi, elle aimait son père, il y avait un profond amour pour son père. Donc il y avait cette honte, il y avait cette espèce de mensonge diffus autour de ça. Et au fond, je pense que l'immense réussite et l'immense intégration à la société française qui a été la sienne s'est faite arc-boutée à ça. Arc-boutée à cette honte, à ce mensonge, tout ça qu'il a. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rapport à la vérité qui s'est construit là-dessus et qui, d'une façon paradoxale ou pas paradoxale, l'a transformé en spécialiste de l'Union soviétique, qui était cette espèce d'empire du mensonge, au point que mon oncle, son petit frère, pouvait dire assez cruellement, très cruellement, mais je le rapporte parce qu'il y a quelque chose de pas faux là-dedans, disait Hélène n'est pas seulement une historienne de l'Union soviétique, c'est une historienne soviétique. C'est très méchant, hein, je veux dire, mais il touchait quelque chose en disant ça. C'est très méchant et vous le rapportez parce que vous êtes un portraitiste et vous êtes un portraitiste du clair-obscur. Vous l'avez toujours été. Vous voulez, et même lorsqu'il s'agit de votre mère, vous n'avez pas peur d'aller dans les recoins obscurs. Cette expérience avec son père l'amène aussi à forger une amitié surprenante avec Maurice Bardèche. Il faut dire peut-être qui est Maurice Bardèche. C'était le beau-frère de Robert Brasillac, qui était un écrivain, une figure importante de la collaboration, tout ça, qui a fait partie des écrivains collaborateurs comme Drieux-La Rochelle. D'une autre façon, Céline, mais le cas de Céline est plus compliqué que ça. Et il avait un beau-frère qui s'appelait Maurice Bardèche, avec qui il avait écrit une excellente histoire du cinéma, et qui, en fait, s'était tenu assez tranquille pendant l'occupation et s'est réveillé après la libération, s'est réveillé fasciste, et qui a été non seulement fasciste, mais un des premiers négationnistes. Drôle de bonhomme, mais le fait est que ma mère, encore une fois, fille d'un collabo exécuté, a quand même un peu frayé après la guerre avec ce milieu d'anciens collabos, d'épurés, de gens comme ça. Je ne peux pas lui jeter la pierre. Ensuite, elle s'en est éloignée, au point d'avoir été extrêmement
blessé que ce malheureux Maurice Bardèche l'évoque, et l'évoque tout à fait avec beaucoup de sympathie dans un livre de mémoire. S'il avait dit du mal d'elle, mais c'était bien pire qu'ils disent que c'était une très aimable jeune fille qu'ils étaient très contents d'avoir connue dans sa jeunesse, et qu'il était vraiment content du chemin qu'elle avait fait dans le monde. Est-ce que ce serait tiré par les cheveux de voir... De voir dans justement cette relation épisodique qu'elle a eue avec Maurice Bardèche une certaine fascination pour les gens qui sont un peu à côté de l'histoire ou à rebours de l'histoire, comme vous l'avez eu pour Limonov des années après? Alors, certainement, en même temps, pour son compte à elle, elle était absolument le contraire, c'est-à-dire qu'elle a absolument pas voulu être ni dans des marges, ni dans des... c'est pas du tout une figure de rebelle, mais au contraire, quelqu'un qui a voulu absolument s'intégrer à la société française. Et il faut bien dire que, tout en étant une historienne de la Russie, passionnée par la Russie, tout ça, on peut dire qu'elle était très peu russe, parce que tout ce qui est, disons, les traits spécifiques, un peu clichés de la Russie, une espèce de sentimentalité à la fois brutale et avec un goût pour les gouffres, pour les abîmes. Ma mère était au contraire extrêmement française dans son souci de clarté, de netteté, dans quelque chose d'assez corseté, une espèce de refus total de l'épanchement à la russe. Donc c'était vraiment, elle a voulu non seulement s'intégrer à la France, et pour finir, d'une certaine manière, incarner une certaine idée de la France. Et elle était vraiment, vraiment se considérait comme un produit de la méritocratie républicaine, qu'elle a vraiment incarné, quoi. Et donc vous, en allant vers des personnages plus troubles, vous prenez aussi vos distances vis-à-vis de cette rigueur française. Ah, ça oui, enfin non, je veux dire pas... non, mais d'ailleurs, ma mère aimait que j'écrive des livres. Ça, elle trouvait qu'écrivain, il n'y avait rien de mieux. Mais elle adorait pas les livres que j'écrivais. Je veux dire, elle me disait à chaque fois la même chose. C'était épatant. Mais en réalité... je veux dire, il y avait à la fois une espèce de penchant à ce qu'on pourrait appeler quand même la pornographie. Il y avait, ce qui est tout un côté, qui ne lui plaisait pas du tout. Alors, en même temps, je pense qu'elle a d'abord pas aimé du tout que j'aille sur son terrain en Russie. Ensuite, finalement, c'est-à-dire le livre Un roman russe a été épouvantable pour elle, parce que aussi je racontais l'histoire de son père qu'elle m'avait demandé de ne pas raconter, ce qui est une véritable transgression que j'ai faite, que je regrette pas d'avoir faite, mais qui était quand même violente. Bizarre, elle a davantage aimé le Limonov, qui est le portrait d'une figure, alors là vraiment de punk, qui n'avait rien pour lui plaire, mais c'était aussi une espèce d'histoire de l'Union soviétique dans laquelle je lui rendais hommage, donc elle était contente là, ça allait. Et oui, et puis en effet, vous parlez d'elle dans Limonov, et puis c'est intéressant parce que, arrêtez-moi si je me trompe, mais Limonov, il est comme elle, il a une certaine méfiance vis-à-vis de Gorbatchev, il n'a pas une passion pour Gorbatchev. Limonov détestait Gorbatchev, et ma mère aussi. Alors, Limonov, il détestait Gorbatchev parce qu'en réalité, Limonov considérait, d'une certaine manière comme Vladimir Poutine, que la chute de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe du XXe siècle. C'était pas du tout le cas de ma mère, qui s'est réjouie de la chute de l'Union soviétique, mais alors qui n'a pas aimé Gorbatchev, au fond, je pense parce que tout le monde l'aimait trop en Occident. Ça lui plaisait pas du tout, et au fond, elle aimait considérer qu'elle vibrait à l'unisson des Russes. Or, les Russes
détestaient Gorbatchev, je veux dire, dans leur à 99,99%, parce que Gorbatchev buvait du lait et avait voulu interdire la vodka, parce que Gorbatchev allait se pavaner en Occident, que tout le monde le trouvait formidable parce qu'il avait une jolie femme bien habillée, ce à quoi on n'était pas habitué avec les dirigeants soviétiques, tout le monde l'appelait Gorbi, bref, là-dessus, ma mère et Limonov étaient totalement d'accord. Ma mère a par ailleurs ensuite beaucoup aimé Boris Eltsine, qui était, parce qu'elle trouve... Mais attendez, Boris Eltsine, à ses débuts, a été un véritable héros de la démocratie. C'est-à-dire, c'est lui la chute de l'Union soviétique, c'est lui qui a mis fin au parti. Il a été beaucoup plus audacieux que Gorbatchev. Alors, Gorbatchev avait ouvert la voie. Mais disons qu'il y avait toutes les raisons au début des années 90, non seulement d'admirer Eltsine, mais de lui faire confiance. Les années 90 en Russie ont été le désastre qu'on sait. Ça a été le résultat, c'est que, en gros, ça a été le seul moment, la seule parenthèse démocratique dans l'histoire de la Russie, ces 10 années-là, et qui se sont passées de telle façon que le mot de démocratie est considéré comme totalement péjoratif en Russie. Je veux dire, c'est comme pour nous, fascisme, c'est-à-dire c'est un synonyme de gangstérisme, la loi du plus fort, paupérisation absolue, donc regret de l'Union soviétique pour beaucoup. Mais donc, ma mère a beaucoup aimé Eltsine, à qui elle allait rendre visite régulièrement. Eltsine, elle était vraiment très amicale à son égard. C'était voilà. Et ensuite, bon, il y a eu le successeur d'Eltsine que ma mère aimait moins qu'Eltsine, mais enfin, tout de même, c'était à ses débuts aussi. Mais comme d'autres, elle a considéré que c'était un homme d'ordre et qui mettait bon ordre dans le pays, ce qui au début était vrai, même si c'était un ordre peu soucieux de la démocratie, des droits de l'homme, tout ça. Mais disons, après une décennie de loi de la jungle absolue, un ordre même dur et encore une fois peu regardant sur la liberté, était quand même bienvenu. Pardon, je suis très long et je m'étends beaucoup sur, mais ça continue à me passionner, ces histoires de la Russie. Et puis nous tous, et évidemment Poutine, ça c'est une question qui... Vous parlez de votre mère, et ça c'est une question qui dépasse aussi votre mère, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas vu le danger venir. Vous racontez qu'elle a vu finalement un homme obsédé par l'argent, mais vous dites Navalny aussi, au début pensait que Poutine était un homme obsédé par l'argent, elle n'était pas la seule. Est-ce que c'est voilà une question aussi qui vous a mené à l'écriture, cette idée de pourquoi on n'a pas vu le danger de Poutine, elle comme d'autres? Ah oui, c'est vrai. Alors, encore une fois, au début, je pense qu'on se disait, Poutine y ramène l'ordre. Alors bon, c'est un ordre à la russe. Clairement, la démocratie, ça marche pas très bien chez eux. Donc, il y a une démocratie version... Il y a un truc, une phrase formidable qui est dans le livre de Giuliano da Empoli, le mage du Kremlin, qu'on a mis dans le film que j'ai adapté avec et pour Olivier Assayas. C'est l'ancien, le grand champion d'échecs Kasparov, qui parle de ce qu'on a appelé la démocratie souveraine, c'est-à-dire un concept lancé par Poutine qui était de dire bon, c'est une démocratie, mais voilà. Et Kasparov dit la démocratie souveraine, c'est à la démocratie ce qui est la chaise électrique à la chaise. Qu'est-ce qu'on disait là? Oui, bon. C'est sûr qu'ensuite il y a eu un certain nombre de signaux, c'est-à-dire qui fait que d'un régime d'ordre dur, on est passé à quelque chose qui ressemble de plus en plus à une dictature, avec élimination des opposants, c'est-à-dire de figures comme Anna Politkovskaya. Moi, j'étais allé faire un reportage au lendemain de la mort d'Anna Politkovskaya. C'est comme ça que j'ai retrouvé Limonov et que je me suis dit que c'était un bon sujet.
il y a eu le moment où la Russie a bouffé un cinquième de la Géorgie, où l'Occident a dit c'est pas bien, mais enfin en détournant les yeux. Il y a eu à un moment véritablement une déclaration de guerre à l'Occident devant tous les chefs d'État occidentaux à Munich, à une conférence sur la paix et la sécurité en Europe. Et puis il y a eu l'invasion de la Crimée en 2014, où là ça commençait à être difficile de dire que les choses allaient... Enfin, ça commençait à être difficile de se dire que ça ne nous regardait pas. Et c'est sûr que si on avait, je ne sais pas très bien comment, mais si on avait réagi un peu plus énergiquement à l'annexion de la Crimée en disant qu'il y a tout de même quelque chose qui s'appelle le droit international, je pense qu'on n'en serait pas là. Et là, disons que bon, mais ce que vous disiez aussi, c'est vrai, c'est qu'à un moment, on se disait que finalement, Poutine, c'était un adepte de ce qu'on appelle la realpolitik, c'est-à-dire une espèce de réalisme dur et fondé sur les rapports de force uniquement. Et un adepte de la realpolitik, a priori, on ne le trouve pas sympathique, mais on peut discuter avec lui. Je veux dire, il y a une règle du jeu. Et on pensait qu'on jouait avec Poutine selon la règle du jeu. Et puis, on s'est aperçu que Poutine ne reste... Voilà, notre règle du jeu, il s'en foutait complètement. Et à un moment, ouais, on se rassurait en disant, au fond, Poutine, son moteur principal, c'est l'argent, c'est de devenir l'homme le plus riche du monde. Ce qu'on disait à un moment, avant que surgisse Elon Musk, mais avec la différence que la richesse de Poutine, qui était un pillage absolu des ressources de son pays, se faisait à travers des sociétés écrans, des trucs comme ça. C'est-à-dire que si ça se trouve, Poutine déclarait un salaire de cadre supérieur, mais par ça, c'est bon. Mais en réalité, je pense qu'on se gourait, parce que c'était, certes, ça existait, mais qu'en réalité, Poutine, il a une vision historique. Sa vision historique, c'est que, encore une fois, c'est que la chute de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, et qu'il appartient au début du XXIe siècle de la réparer et de reconstituer, sinon l'Union soviétique, son empire. Ça, c'est devenu évident. Et extrêmement alarmant pour nous, pas seulement pour une certaine idée du droit, de la démocratie. Non, c'est très dangereux pour nous, clairement. Alors, comparaison n'est pas raison, mais dans votre livre, c'est intéressant de voir, après ce que vous avez dit, comme vous racontez que Staline était quand même un braqueur de banque, un gangster, lui aussi au départ, et qu'on aurait pu croire, j'imagine, les observateurs à l'époque, il y avait que l'argent qui l'intéressait. Mais lui aussi, alors... je pense que la comparaison s'arrête là, mais c'est intéressant quand même de voir cette passion de l'argent et ce côté voyou au pouvoir comme ça en Russie. Non, je ne pense pas que Staline avait la question de l'argent. Staline était, ce qu'on ne sait pas très bien, qui a été vraiment mis en lumière par une extraordinaire biographie de jeunesse qui s'appelle Le jeune Staline, écrite par l'historien anglais Simon Sebag Montefiore, et qui apparaît à plusieurs reprises dans ce livre. À la fois comme auteur de livre, très stimulant, et comme personnage. C'est qu'on ne savait pas très bien à quel point la jeunesse de Staline avait pas seulement été celle d'un révolutionnaire brutal, mais celle d'un voyou, d'un bandit et d'un braqueur de banque. Enfin, là, c'est un western, quoi, l'histoire de la jeunesse de Staline. Il braquait pas des banques par intérêt. C'était pas son intérêt, hein, Staline, l'argent. Il braquait pour la révolution, mais avec une brutalité et une absence de scrupules. Et notamment, il y a un personnage extraordinaire de la jeunesse de Staline qui était vraiment son homme de main, qui était une espèce de géant légèrement demeuré, qui était son exécuteur des bases œuvres, c'est-à-dire qui assassinait les gens pour son compte, quoi. On se disait à un moment qu'il y aurait un film formidable à faire sur la jeunesse de Staline avec ça. Alors, pour revenir à la littérature, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, si j'ai
bien compris. Tolstoï, chez vous, quand vous étiez enfant, était plutôt à bannir. C'était l'auteur... il était quoi? Il était considéré comme naïf? Alors, c'est un truc très bizarre. Dans ma famille russe et géorgienne, on portait au pinacle la grande littérature russe du XIXe siècle, jusqu'à ses représentants moins connus des lecteurs français, genre Leskov ou Saltykov, Chédrine. Enfin, je vous dis ça pour dire qu'on ne connaissait pas seulement Tchekhov et Dostoïevski. Le héros absolu de mon grand-père était Dostoïevski, pour des raisons qui sont assez faciles à comprendre, parce que lui-même était un personnage de Dostoïevski, avec tout ce que ça peut comporter de tortueux, de troubles, d'excessif, tout ça. Et il mettait un point d'honneur à détester Tolstoï et à considérer que Tolstoï, c'était pas bien, que seuls vraiment des naïfs et des ignorants admiraient Tolstoï et que nous autres gens intelligents dans notre famille, eh ben, on se laissait pas avoir par Tolstoï, qui était une sorte effectivement. Enfin, alors, il est assez vrai que Tolstoï, dans la longue dernière partie de sa vie, s'est transformé en une espèce de gourou chrétien qui extrême, vraiment très prêcheur, quoi. Mais enfin, même dans cette dernière partie de sa vie, il a quand même écrit des livres comme La mort d'Ivan Ilitch. En tout cas, on n'aimait pas Tolstoï chez moi, et le fait est que, comme un bon fils docile, je suis longtemps allé dans la vie convaincu que Tolstoï, c'était même pas la peine de le lire, jusqu'au jour où j'avais, je ne sais pas, 35 ans, où mon oncle, qui en avait 55 et qui avait été élevé dans la même croyance, m'a appelé au milieu de la nuit en me disant « Tu sais ce qui m'arrive ?» Non. 3 heures du matin, non. Je suis en train de lire Guerre et paix. Et demain, tu vas aller dans une librairie, tu vas acheter Guerre et paix et tu vas voir ce qui va t'arriver. Et j'ai vu, et bon, Guerre et paix est mon roman préféré de toute l'histoire de la littérature. Mais au fond, il est vrai que c'est Dostoïevski qui incarne le plus une espèce de vision excessive, noire, à la fois sentimentale et bigote, il faut bien dire, de l'âme russe, celle de Tolstoï étant en réalité, même si on écarte, en écartant sa bigoterie de la fin, en tout cas, c'est au fond une vision du monde extraordinairement objective, très pure, qui n'est pas du tout teintée d'une espèce d'idéologie, de choses comme ça. Et le fait est que, depuis la guerre en Ukraine, où je suis beaucoup allé en Ukraine, où je me suis fait beaucoup d'amis ukrainiens. Alors les amis ukrainiens, ils sont très excessifs quand même. Ils vous disent que toute la littérature russe, c'est détestable, que Pouchkine est l'ancêtre de Poutine. Enfin bon, tout de suite, je passe un peu tout aux Ukrainiens et je me dis, bon, quelle que soit la fin de la guerre, quand elle sera finie, on pourra dire, écoutez les amis, vous exagérez un peu. Mais le fait est que je trouve... évidemment qu'ils exagèrent, mais Dostoïevski, avec ce qu'il représente d'âme russe un peu débraillée jusqu'à l'obscène, a pour moi pris un gros coup. Mon amour pour Dostoïevski, qui était celui de mon grand-père, de ma famille, je me mets à avoir vraiment du mal avec Dostoïevski. Voilà, c'est un effet secondaire de la guerre en Ukraine. Il faut dire que votre langue, cette ligne claire qui marque tant vos lecteurs, et cette pensée de l'histoire constante, c'est très Tolstoï. Ah ben, merci. Plus que Dostoïevski. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, en tout cas. Disons, si c'est une espèce de démarcation un peu du genre Voltaire, Rousseau, Sartre, Camus, tout ça, je me sens... Et j'ai en effet l'impression d'avoir un peu switché
remarquez, c'était pas difficile puisque Tolstoï, je le connaissais pas, mais de Dostoïevski à Tolstoï. Oui. Avant de... j'aurais bien aimé vous poser une question sur Nabokov, mais avant, j'aimerais quand même qu'on parle de quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, qui est votre père. Oui. Et qui est essentiel dans le livre, parce que c'est quand même, il est là très tôt dans le livre. Je crois qu'il apparaît à la première page et il clôt aussi le livre. Est-ce que vous avez eu l'impression d'écrire aussi ce livre sur lui et pour lui ? Ah, tout à fait. Alors, il faut dire en 2 mots, ma mère était une figure qui... je dirais, accrocher la lumière, rechercher la lumière, a passé dans la lumière, disons, une grande moitié de sa vie, puisqu'au fond, elle a accédé à une vraie célébrité à peu près à la moitié de sa vie. Mon père était une figure, enfin quelqu'un qui était vraiment dans son ombre, qui tenait le rôle, lui-même le disait, avec amusement et de prince consort, et ce rôle n'a pas été toujours facile à tenir. Enfin, au fond, l'histoire conjugale de mes parents est ce qui a été... Enfin, c'est la chose la plus délicate à raconter de ce livre, et en même temps, il me paraissait nécessaire de la raconter, sinon c'était... Voilà. Par ailleurs, mon père... avait la passion de la généalogie, et particulièrement de la généalogie de la famille de sa femme, parce que à la fois par une sorte de snobisme, puisque c'était une famille, pour la partie russe, titrée, aristocratique, voilà. Mais je savais qu'il faisait ses recherches généalogiques. Au fond, j'ai jamais cherché à en parler avec lui, ni vraiment, pas vraiment, et je le regrette. Mais pour moi, c'était une espèce de hobby qui à peine plus intéressant que s'il avait été philatéliste, quoi. Je demande pardon aux philatélistes s'il y en a ici. Mais et puis à sa mort, quelques mois après ma mère, j'ai retrouvé tous ces dossiers généalogiques qu'il avait préparé, mais de façon extrêmement minutieuse, claire, agencée dans des espèces de cahiers, de choses comme ça, bien organisées, légendées, tout ça. Et j'avais l'impression que toute cette histoire de la famille qu'il avait faite, c'est comme s'il m'avait dit, ben écoute, il y a ça, t'en fais ce que tu veux, mais à toi. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est mon père qui m'a guidé en grande partie dans l'écriture de ce livre. Au point que je dis à la fin, ce qui est peut-être un tout petit peu forcé, mais qui pour moi est une vérité intime, que bien sûr ma mère est l'héroïne de ce livre, mais que c'est lui qui me l'a dicté. Et donc le livre se termine d'ailleurs après la mort de ma mère sur la figure de mon père, sur un chapitre sur mon père, et dans ces dossiers, dans ces écrits généalogiques, mon père, quand il parle de lui-même, se désigne comme l'auteur de ces lignes. Et en fait, le titre du dernier chapitre, c'est l'auteur de ces lignes, et pour moi, d'une certaine manière, il est un peu l'auteur du livre. Et pour moi, c'était une chose... Ça a été finalement la surprise de ce livre pour moi. Non pas que j'ai appris quoi que ce soit sur mon père, mais de voir la façon dont il montait à l'intérieur du livre, dans sa place, dont il rentrait dans la lumière à l'intérieur de ce livre. Et c'est une des choses dont je suis heureux dans ce livre. Il y a aussi quelque chose de très beau. Je ne vais pas vous poser de questions sur l'histoire du couple de vos parents, parce qu'il faut lire le livre et que c'est parmi les pages les plus poignantes. Mais c'est un couple qui est resté ensemble plus de 60 ans. Ils ont été mariés plus de 70 ans. Plus de 70 ans. Et se sont connus 5 ou 6 ans avant. Donc, ouais. Alors même si on dit que c'est un couple... Enfin, je sais pas, mal assorti, dysfonctionnel, malheureux, tout ça, et que disons, aujourd'hui, ils auraient divorcé depuis longtemps. Mais quand on reste comme ça si longtemps,
il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour dire que chacun, comme on dit, trouve son compte d'une certaine façon. Et vous appelez le livre Kolkhoz. Kolkhoz, c'est une certaine idée de la famille aussi que vous développez dans le livre. Mais c'est assez beau d'une certaine manière, ces deux personnes qui n'avaient plus de famille quand ils se sont rencontrés, ou quasiment plus, oui. Puisque votre mère devient orpheline totalement à 25 ans. Oui. Et votre père a sa mère, mais même s'il est très français... Mon père était brouillé avec toute sa famille. Mais il était très seul. Au point de... mon père m'a dit une fois un truc... Il était très âgé, c'était à la fin de sa vie, il avait quelque chose comme 90 ans. Et puis un jour, je lui demande, mais, en fait plutôt pour parler comme ça, parce que en fait la question ne m'intéressait pas tellement, mais il me dit, mais est-ce que tu as des nouvelles de ta sœur? Et il me dit, non. Et puis il réfléchit, puis il dit, je ne sais pas si elle est encore en vie. Sa sœur, quand même. Mais parce que son œuvre, c'était aussi votre famille. Kolkhoz, oui. C'est aussi votre famille. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est aussi ça le titre du livre? Alors le titre du livre se réfère à une espèce de rituel enfantin. Quand notre père partait en voyage d'affaires, il travaillait pour une société d'assurance et il s'occupait des bureaux de province. Donc il était souvent absent. Mes sœurs et moi, je veux dire, quand nous étions petits, nous tirions nos matelas ou des coussins autour du lit où était notre mère, et on appelait cette espèce de rituel de faire une espèce de dortoir ensemble. Notre mère avait inventé, disait, ça s'appelle faire kolkhoz. Parce que vous savez qu'un kolkhoz est une exploitation communautaire soviétique, mais voilà, ça voulait dire une espèce de petite communauté, de petites tribus. Et voilà, en fait, j'aime ce titre, c'est imposé parce que ça se réfère à la fois à ce petit rituel enfantin, très intime, qui disait quelque chose de notre rapport très fusionnel avec notre mère, et ça se réfère aussi à la grande histoire soviétique. Alors, à la fin du livre aussi, ce titre, et notamment dans les pages extraordinaires que vous consacrez à la mort de votre mère, prend un sens autre. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce que vous avez des questions pour Emmanuelle Carrère? Oui, je pense qu'on va vous apporter un micro. Oui. Madame. Oui. Attendez, on va vous apporter un micro. Dans un roman russe, vous racontez que vous découvrez le russe, la langue russe, à Kotelnitch. Oui. Kotelnitch. Et que c'est à partir de là que vous recontactez à la Russie. Oui. Mais là, tout à l'heure, en fait, c'est beaucoup plus ancien. Ah oui, mais c'est ancien, c'est comme une espèce de... C'est ce voyage avec ma mère, mais j'avais 10 ans, c'est comme si c'était une espèce de petit germe qui avait été planté et qui a fleuri, si je peux dire, très longtemps après. Mais ça existait, vous avez raison. Une autre question? Bonjour. Est-ce que Kolkhoz, c'est un roman? C'est une question... Parce que moi, je viens de le commencer. On vient de le commencer ensemble avec ma mère. On avance ensemble. Et on se pose cette question. Alors... toi, tu te la poses pas. Moi, je me la pose. On s'est un peu fâché hier. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est un roman? Alors, dans la mesure où ce n'est pas un livre d'imagination et où tout y est vrai... avec des petites licences, mais vous voyez, qui n'ont pas, je ne sais pas, du genre, il y avait 3 frères, je ne parle que de 2, parce que, voilà, il y a ces 2 qui me servent pour le récit, et le 3e non, donc déjà c'est encombré, le casting, mais vous voyez, bon, il y a des choses comme ça, ou quelquefois 2 événements qui sont comprimés dans le temps en un seul, mais ça c'est du montage. Disons que, autrement, c'est pas un livre d'imagination, c'est un livre qui, tout ce qu'il raconte est vrai. En revanche,
c'est totalement écrit comme un roman, avec une forme. Voilà, ça recourt à toutes les techniques de la forme romanesque, enfin, pour justement, enfin, je ne sais pas, essayer de susciter ou de retenir l'intérêt, créer du suspense, tout ça. Donc, disons, le matériau n'est pas imaginaire, même s'il est d'ailleurs très romanesque, mais ça, c'est du romanesque de la réalité. Et la forme est celle d'un roman. Donc je continue à ne pas mettre roman sur la couverture, peut-être parce que ça fait très longtemps que je le fais plus et que si tout à coup je devenais dire roman, mais pourquoi celui-là un roman tout d'un coup mais enfin disons, ça me gêne pas qu'on le considère comme un roman. Oui, une chose j'y pense tout le temps, mais en plus vous entends parler par rapport à votre mère et puis sa passion pour l'Union soviétique et même son amitié pour Poutine. Hein, donc, amitié serait trop dire, hein, je veux dire, elle n'était pas amie avec Poutine. Oui, mais jusqu'à la veille, vous le dites dans une interview, jusqu'à la veille de l'invasion, elle dit mais non, pas du tout, Poutine ne va pas envahir l'Ukraine, ça c'est complètement débile, etc. Mais enfin, comment vous expliquez sa passion pour l'Union soviétique, qui, comme tout le monde sait, c'est un régime fondé sur le mensonge, vous le rappelez, enfin, ça, on est très clair ce que c'est l'Union soviétique. Comment vous expliquez sa passion pour ce régime? Alors attendez, sa passion n'était pas du tout une sympathie. Elle n'était pas du tout, je veux dire, ma mère était tout à fait anticommuniste, mais ça la fascinait. Ça la fascinait, et c'était une fascination un peu, enfin, qui a quelque chose de médusé, que je partage entièrement. Moi, je suis absolument fasciné par l'histoire de l'Union soviétique. Je n'ai pas pour autant la moindre sympathie pour le système soviétique, ni pour ses dirigeants. Et ma mère, là-dessus, sa position était très simple, c'était très clair. Alors, c'est bien que vous le précisez, parce que jusqu'à présent, je pensais qu'elle avait une fascination. Alors, une fascination, oui. Mais pour le régime, mais pas pour épouser pas la moindre. Alors, pas la moindre. Ma mère était extrêmement anti-soviétique. Ma mère a fait... Alors, j'ai une petite histoire, là. Quand ma mère a publié son premier livre best-seller, qui s'appelait L'Empire éclaté, la Pravda a publié en première page un article là-dessus, pour présenter ça comme encore un avatar particulièrement odieux de l'anticommunisme occidental, et elle y était désignée comme la tristement célèbre Hélène Carrère d'Ancos. Et alors le truc marrant, c'est que elle a quand même pu, à un moment, ça c'était le système soviétique aussi, aller à Moscou, où elle a un congrès d'historiens, où ça s'est passé, enfin tout à fait, ça c'était les paradoxes de l'Union soviétique. Et elle rencontre un type, un historien, qui vient la voir et qui lui dit c'est moi qui ai écrit l'article de la Pravda. Et elle dit ah bon? Elle dit il dit mais vous l'avez apporté votre livre, vous en avez des exemplaires? Parce que je l'ai pas lu, mais il paraît que c'est formidable. Une autre question? Oui, j'avais une autre question. Bonjour d'abord. Bonjour. Je voulais revenir sur votre rapport à la vérité et au mensonge, parce que vous êtes quand même un écrivain spécialisé dans l'écriture sous la forme jeu, et sur le fait aussi que vous avez écrit beaucoup de livres où vous révélez beaucoup de choses, y compris sur votre vie personnelle. Et ça donne l'impression d'une espèce d'obsession justement de la vérité, y compris par rapport à vous. Et est-ce que vous pensez que cet attrait pour ou cette obsession, je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, on peut dire ça, oui. On peut. Pour la vérité, est-ce que c'est une réaction par rapport à cette culture du mensonge, que vous avez pu... Enfin, culture du mensonge, c'est peut-être trop fort, mais à cet attrait pour le mensonge que vous avez pu connaître Oui, ça me paraît clair. Alors, en ce qui concerne ma mère, je ne parlerai pas d'un attrait pour le mensonge, mais de quelque chose qui s'était construit dans sa prime jeunesse pour des raisons que je viens de dire, enfin et qui curieusement
s'est mis à s'appliquer, en effet, enfin, à ce monde soviétique, dont, encore une fois, je pense que dire que c'était un empire du mensonge n'est pas du tout exagéré. Et moi, oui, il y a une part de réaction. Alors, j'ai parfois l'impression que cette espèce non pas tant d'obsession de la vérité, mais de revendication de la vérité peut être un peu fatigante à la longue. Mais on est foutu comme ça, quoi. D'accord, merci. Heureusement qu'il y a l'erreur pour corriger parfois la vérité. Juste une question pratique. Est-ce que vous parliez le russe avec votre mère? Alors, ça, c'est un lourd dossier. Non, mais vous touchez à quelque chose qui est une espèce de tristesse de ma vie. J'ai un peu parlé russe avec ma mère quand j'étais enfant, mais pas beaucoup. Ça, c'est une confirmation du fait que ma mère, toute spécialiste qu'elle était de la Russie, ce qui l'intéressait, c'était la France. C'était la France, le français, la langue française, la littérature française, et qu'au fond, elle nous a très peu élevés en russe, mes sœurs et moi. Et par la suite, tardivement, je me suis mis à aller souvent en Russie, j'ai tourné un film en Russie, j'ai fait au moins 2 livres qui tournaient autour de la Russie avant celui-là. Et j'ai voulu me mettre ou remettre au russe, j'ai mis beaucoup de zèle, et en fait, je parle très très mal russe. C'est-à-dire que ce qui est particulier, c'est que j'ai hérité de mon enfance un excellent accent, mais vraiment formidable, qui fait que les gens, quand je les rencontre en Russie, à la première phrase, ils sont convaincus que je parle parfaitement russe. Mais le problème, c'est qu'après, ma pauvreté de syntaxe et de vocabulaire se révèle, et je suis très... Alors bon, ce que je sais, je manque de pratique, mais ce que je sais, c'est, imagine, si je vivais quelques mois en Russie, il est certain que je ferais des progrès très très rapides. À défaut, la vodka, ça délie un peu la langue, oui. Vous comprenez le russe bien? Comment? Vous comprenez le russe, même si vous ne parlez pas? Je comprends un peu, mais pas bien en réalité. Pas bien. Je le lis un peu, mais pas. Je lis un peu, pourvu que ce soit des choses assez courtes, pas dans une langue simple qui est, par exemple, celle de Tolstoï. Tolstoï est un auteur très facile à lire, à la différence de Dostoïevski. C'est une phrase très claire, très limpide, très... Je rebondis juste, puisque vous êtes sur la littérature, on est à Morges, il y a un écrivain qui a fini sa vie près d'ici, un écrivain russe, voilà, Nabokov. Et Nabokov, il vous accompagne depuis longtemps. Quand on vous lit, vous le citez, même si vous avez des réserves. C'est étonnant, parce que peut-être, a priori, il n'y a pas plus éloigné de vous que Nabokov. Alors, quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment mon héros, Nabokov, et les premiers romans, au moins les 2 premiers romans que j'ai écrits, sont totalement sous influence de Nabokov, c'est-à-dire qu'ils sont totalement tarabiscotés. C'est-à-dire que ce que Nabokov réussissait avec une splendeur et une virtuosité absolue, moi j'étais un jeune homme, pas sans don sans doute, mais qui... voilà, c'était laborieux, je me prenais les pieds dans les tapis, quoi, à chercher à faire du Nabokov, à être aussi ondoyant que lui. Par la suite, j'ai eu une période de désaffection à l'égard de Nabokov que je trouvais trop, je sais pas, trop suffisant, quoi, trop avec une espèce de façon d'être très très dédaigneux du lecteur moins intelligent et moins doué que lui. Enfin, une espèce il y a quelque chose de très méprisant chez Nabokov. Et puis finalement, je l'aime, quoi. Et bon. Dans ce livre, il est assez souvent présent, à la fois
je m'en suis un peu servi en le citant pour peindre le monde de l'aristocratie russe du début du siècle à laquelle il appartenait, et qu'il a raconté ça dans une autobiographie qui s'appelle une autobiographie d'enfance qui s'appelle Autre rivage et qui est un de ses livres les plus beaux. Et puis il raconte aussi il y a des livres qu'il a écrits sur l'immigration. Alors lui a été peu à Paris, mais surtout à Berlin. Et le récit qu'il fait de l'immigration, c'est passionnant, quoi. Vous me passez le livre une seconde ? Bien sûr. Si je le retrouve très vite. Oui, je vous le fais. C'est quelques livres sur l'immigration. À de rares exceptions près, se rappelle Nabokov, toutes les forces créatrices d'esprit libéral avaient fui la Russie de Lénine et Staline. D'où le très haut niveau de leurs colonies, à Berlin ou Paris, et leur capacité à mener entre soi une existence bizarre mais nullement désagréable, dans l'indigence matérielle et le luxe intellectuel, parmi des Allemands et des Français fantomatiques, sorte d'aborigènes avec qui nous n'éprouvions le besoin d'entretenir aucune relation. Écoutez, merci beaucoup Emmanuel Carrère pour ce moment-là. Merci Oriane, merci d'être venue, merci.